me stopper pour me poser n'importe quelle question comme ça, pour ça, si vous avez bien compris. J'ai vu que vous êtes allé un peu vite. J'ai constaté que vous étiez en train de faire également des boucles for et autres, mais bon, c'est pas mal parce que ça fait partie de ce que j'ai prévu pour la suite. Mais vu que vous avez déjà pu toucher à ça, c'est aussi une bonne chose, quoi. Du coup, je vois si je peux partager. OK, c'est bon. OK. Euh, un moment. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, c'est visible. Et on voit bien ton écran. OK, c'est parfait là. Du coup, bon, là, je passe là-dessus. Vous avez eu l'occasion de bien manipuler les listes. Oui, oui. Mais bon, là, je voulais quand même. Est-ce que vous avez eu le temps de voir des opérations comme SOM et LEN? Je ne crois pas que vous les avez Oui, faites. on a vu laine, mais je crois qu'on n'a pas fait somme. Ah ouais. OK, LEN permet de donner la taille d'une liste, mais SOM, c'est un moyen d'additionner tous les éléments de la liste en fait. Parce que si on a cette liste habitants qui contient le nombre d'habitants dans plusieurs régions différentes, si on veut calculer la somme des habitants, au lieu de faire ce que j'ai fait sur cette ligne, 500 plus 300 plus 250, il suffit juste de faire ceci, somme habitants. Et là, on a le résultat final. Donc, c'est un moyen assez efficace de faire la somme des éléments d'une liste. Et vous pouvez même faire la somme des éléments d'une sous-liste en faisant pareil. Si vous voulez juste sommer ces deux éléments, si vous vous rappelez de ce qu'on a fait la dernière fois, là, quand je fais habitant, un point, ça veut dire que je commence à partir de cette position jusqu'à la fin. Donc, si j'exécute ceci, vous voyez là, j'ai 550. Donc, en faisant somme habitant 1, 2 points, c'est cette partie que j'ai sommée. Donc, en fait, c'est juste pour montrer comment fonctionne somme, mais de manière générale, somme va vous additionner tous les éléments de la liste que vous fournissez et len vous donne la taille, quoi. Maintenant, je fais juste un petit crochet sur cet autre type de données qu'on appelle les tuples. Les tuples, en fait, sont un peu similaires aux listes, mais elles vont être très peu utilisées. Vous les verrez assez rarement, mais en gros, au lieu d'avoir des accolades, comme c'est le cas au niveau des sommes, vous avez plutôt ces symboles et parenthèses. Et dans les parenthèses, vous avez plusieurs éléments séparés par des virgules. Donc, si par exemple, je fais village égale ceci, là, quand j'affiche, voici ce qu'on verra. Et le type, effectivement, c'est une tuple, quoi. Et pour pouvoir accéder aux éléments des tuples, supposons par exemple que je voudrais accéder à, je ne sais pas, Ali Beaucoup. Selon vous, comment est-ce que je peux accéder à Ali Beaucoup? Une idée. Là, voici la liste. Oui, parenthèse 1. En fait, là, ça reste toujours des crochets 1. Oh. Ouais, ouais. Ce qui fait que les tuples se manipulent plus ou moins comme les listes. Si on va avoir la taille d'un tuple, on va faire d'une tuple, on va faire len village. Ça donne la taille 4. C'est très similaire aux listes en fait. Et si on va avoir la somme, la somme par contre ne marche pas. Ah, désolé, c'est parce que ce sont des Des chaînes de caractères. chaînes de caractères. Ouais, je n'avais pas prêté attention à ça. Mais là, vous avez ceci. Maintenant, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que les tuples, pourquoi utiliser les tuples? Parce que les listes font déjà le travail. En fait, les tuples, généralement, font beaucoup de sens quand vous avez deux éléments. Par exemple, quand vous avez les latitude et longitude, là, utiliser les tuples, ça fait beaucoup de sens. Si vous vous rappelez dans notre exemple où on avait le village, population, latitude et longitude,
Au départ, la latitude et la longitude étaient stockées dans une liste, mais maintenant, vous pouvez les stocker dans des tuples, quoi. Ce qui fait que ce sera comme ça. Du coup, question simple, comment est-ce qu'on fait pour accéder? Supposons que là, nous avons la latitude et là, la longitude. Comment on fait pour accéder à cette valeur chez Tonga, à la latitude chez Tonga? Qu'est-ce que vous direz? Si on va accéder à cette valeur. C'est village Mhm. 1. Hein? Ouais. On ouvre encore l'autre et puis on met maintenant, on a 0, 1, 2. Non, non, attends, qu'est-ce que je fais? 0, 3. 2. Donc 0, 1, 2. Et puis 0. Ouais, c'est ça en fait. 1 parce que ce groupe, c'est le deuxième élément de notre liste. Donc ça, Futu, c'est 0, Tonga, c'est 1. Ensuite, 2 parce que là, c'est la position 0, là, la position 1, et ça, la position 2. Et dans la position 2, on prend l'élément 0. Donc, c'est ça, quoi. Maintenant, avant d'aller aux exercices, on peut passer au dictionnaire. Les Oui, dictionnaires, par contre, oui. oui. Pardon, je voulais un peu. En quoi est-ce que les types sont différents des listes? Donc, là, je n'ai pas senti vraiment la différence entre ces deux types de données, quoi. Justement, c'est pour ça que les tuples et les listes sont très similaires. Très similaires. Généralement, on utilise les tuples quand on a très peu de valeurs. Si on a peut-être deux valeurs, genre latitude, longitude, c'est bien d'utiliser les tuples. Mais quand on a plusieurs valeurs, là, c'est mieux d'aller au niveau des listes. Après un moment, j'essaie juste quelque chose parce que j'ai pas, ouais. Les deux sont pratiquement identiques, en fait, les listes et les tuples. La différence est juste au niveau de l'utilisation des. C'est quoi les parenthèses? Non, c'est pas les parenthèses. Les parenthèses, oui, oui. Ouais, les parenthèses et les crochets. Les crochets, oui, oui. Oui, oui. Après, si vous avez très peu d'éléments, si vous avez deux éléments, vous pouvez utiliser des tuples. Si vous avez plus de deux éléments, vous pouvez utiliser, c'est mieux d'utiliser des listes. Mais moi, ce que je fais d'habitude, ouais, c'est exactement ce que je fais d'habitude. Quand je n'ai que deux éléments, je vais avec les tuples, mais quand j'en ai plus de deux, je vais avec les listes. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, utilisez des listes partout. C'est beaucoup mieux parce que les listes peuvent s'utiliser dans de nombreux domaines et elles sont faciles à manipuler, quoi. Je voulais juste faire un crochet là-dessus pour que vous sachiez que les tuples existent. Surtout vu que vous faites de l'analyse de données, vous voulez faire de l'analyse de données. Quand il s'agira de coordonnées, vous verrez très souvent les coordonnées sous forme latitude, longitude. Du coup, les tuples constituent une structure de données assez intuitive pour pouvoir manipuler ce genre d'informations. D'autres questions? C'est bon pour le moment. OK. Là, on passe au dictionnaire. Les dictionnaires sont super importants, en fait. Pour moi, parmi les structures de données complexes de base qui y a en Python, les deux structures les plus importantes sont les listes et les dictionnaires. Maintenant, à la différence des listes où vous aviez des crochets, des tuples où vous aviez des parenthèses, au niveau des listes, vous avez des accolades. Et les listes, un moment, je regarde si j'ai des slides au niveau des listes. Juste un moment, je vérifie si j'ai des slides avant de revenir là-dessus. Bon, pas vraiment, mais je vous montre juste vite fait ceci. Bon, ouais, ça va en tout cas. Mais quelle est la différence maintenant au niveau des dictionnaires? C'est que les dictionnaires se manipulent avec un système clé-valeur. Dans un dictionnaire, on aura des accolades et pour chaque valeur, on aura la clé. À chaque élément, on aura la clé 2 points valeur.
Donc là, nous aurons clé 1, valeur 1. Clé 2, 2 points, valeur 2, valeur 2, et ainsi de suite. C'est comme ça que sont les dictionnaires. Avec clé pouvant être n'importe quel style de données, valeur pouvant être n'importe quel style de données. Comme vous voyez ici, la clé, c'est le nom du village et la valeur, c'est une tuple contenant les coordonnées. C'est en fait ça un dictionnaire. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un dictionnaire? Parce que le dictionnaire, c'est l'outil qu'on utilise pour trouver la définition à des thèmes. Et comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans un dictionnaire? C'est en utilisant le nom que l'on recherche, qu'on peut appeler la clé. Si on veut voir, je sais pas, la définition de formation dans le dictionnaire, on a le mot formation, on cherche juste au niveau de F pour voir où se trouve formation. Et une fois qu'on va retrouver le mot formation, à côté, on aura sa définition. Et c'est exactement la même chose en Python avec les dictionnaires, en fait. Pour chaque mot, pour chaque clé, on a la valeur correspondante, sauf que c'est à nous de définir quelle est la clé. C'est à nous de définir quelle est la valeur également. Après, donc là, j'ai mes villages. Si j'essaye d'afficher, vous verrez, on a village, ceci, avec les coordonnées, et ainsi de suite. Maintenant, pour accéder à un élément de notre dictionnaire, on n'a qu'à spécifier la clé de l'élément que l'on voudra avoir. Quand on spécifie par un village photo, ça nous affiche le village. Et juste une question. Et si vous avez constaté, vous allez vous rendre compte que c'est aussi un petit peu similaire à ce qu'on faisait déjà avec les listes. La façon d'accéder aux éléments, le fait de placer des crochets et de mettre les valeurs à l'intérieur. Maintenant, juste question, si on voudrait accéder à cette valeur, comment est-ce qu'on ferait? Si je veux accéder à cette valeur, 62 000, qu'est-ce que je dois faire? Une idée? Village 3, Village 3, crochet, un. on essaie. Moi, je dirais village. Oh, déjà, c'est. Vous voyez, Oui, en fait, c'est village 2, parce que c'est 0, 1, 2. village 2. Et ensuite, on a 0, 0, 1. Donc 1. Et ensuite, maintenant, on a 1 aussi. C'est pas ça, en fait. Je vous explique pourquoi. C'est que là, ce qui a manqué, c'est d'abord ceci, en fait. Pour accéder à un dictionnaire, on accède par sa clé. OK. Donc, on doit spécifier la clé. Dans ce cas, Il vu faut qu'on... village foot Bokenda. Exactement. Parce qu'il faut accéder au niveau de la clé village Bokenda. Ouais. Et là, quand on fait village Bokenda, tout court, par exemple, ça nous donne déjà ceci. Du coup, comment on fait pour accéder à 62 000 dans village Bokenda? Village Bokenda, 0, village Bokenda. Bokenda. Et puis, on a. C'est 1, 0. 1, 1, 1. C'est 1. Ça marche pas en fait. Pourquoi? Parce que c'est suffisant en fait de faire ceci. Parce que quand on fait village Bokenda, ça nous retourne cette tuple. Ah, déjà ça, et puis maintenant, oui, et 1. OK. Valeur et 1. De l'autre côté, oui, c'est ça. Donc, en fait, la particularité des dictionnaires, c'est que pour accéder à une entrée du dictionnaire, on a besoin de spécifier sa clé. Comme je l'ai fait ici avec photo, je spécifie la clé. Et
C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans certains cas, il faudra utiliser les dictionnaires au lieu d'utiliser des listes. Il y a une autre online. Parce que quand on vous Download donne, quand on vous donne un exemple, où vous avez une clé qui est connue, Oui, go on. c'est beaucoup plus simple d'utiliser des dictionnaires. Parce que, regardez, je vous prends un exemple. Supposons qu'ici, nous avons, au moment où je reprends un dictionnaire, je reprends juste un dictionnaire qu'on avait déjà pour vous expliquer. Bon, supposons qu'on ait cette structure de données. Bon, je mets là. Regardez, on a cette structure de données. Si on nous demande, par exemple, d'afficher la longitude de Makerere, par exemple, là, afficher la longitude de Makerere. J'appelle ça village liste. Donc là, supposons que je voudrais afficher cette valeur. On a dit longitude de Makerere. Comment est-ce qu'on fera? Comment est-ce que vous ferez pour afficher cette valeur? Sachant qu'on n'a que des listes. Là, ça permet vraiment de comprendre l'avantage d'un dictionnaire sur une liste. Je pense que ce sera dans Makerere, c'est 2, 0, 1, 2. 2. Oui, 2. Et puis on a 0, 1, 2. 2. 2 et puis 1. Ouais, c'est effectivement ceci pour pouvoir afficher cette information. Maintenant, si plutôt, oh, là, je fais longitude de Makerere sur une liste. Si maintenant on essaye de le faire avec un dictionnaire, juste pour que vous voyez la différence. Supposons maintenant qu'au lieu d'avoir ce genre de structure de données, on veut plutôt avoir des dictionnaires. Selon vous, quel peut être un bon candidat comme clé dans ce cas? Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme clé dans mon dictionnaire dans ce cas? Est-ce que Makerere. Oui, oui, le nom du village, effectivement. Donc là, je vais faire ça, là et ici. Vous voyez, je peux mixer. Là maintenant, je peux mixer même des tuples, sachant que j'ai ça. Donc là, j'ai la population et là, j'ai les coordonnées géographiques. Voilà, et bâtir. OK. Là, nous avons la configuration sur un dictionnaire. Maintenant, comment est-ce qu'on va afficher donc cette valeur-ci en partant d'un dictionnaire? Cette valeur, comment vous ferez?
Oui, vas-y, Paul. Oui, je suis en train de réfléchir, mais je réfléchis en haute voix maintenant. On aura village dictionnaire, Makienene, Oui, Makenene, exactement. Makienene, et puis crochet, euh, un, non, un. C'est ça. Là, il y a Makenene. Ouais, un moment. Village, Makenene. Ouais, ça retourne ceci. Quand vous faites un, ça retourne ceci. Et un, ça retourne ça. Ouais. Exactement. Et vous voyez, l'avantage du dictionnaire par rapport aux listes, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la position de Makenene. Vous dites juste Makenene. Ça, c'est l'un des gros avantages des dictionnaires par rapport aux listes, quoi. Parce que là, pour le moment encore, nous avons un petit jeu de données. Du coup, c'est facile de savoir quelle est la position de Makenene. Mais si vous avez 1000 villages, ce serait difficile de compter. Or, quand vous connaissez le nom du village, vous accédez directement, quoi. Donc, c'est l'un des gros avantages de la liste. Je mets là, accès, village. Maintenant, si on revient dans nos villages, dans notre village ici, supposons que l'on voudrait ajouter un nouveau village à cette liste. En fait, c'est simple. On dit juste village clé égale valeur. Là, je vais mettre ici village clé égale valeur. Donc là, je vais écrire village avant et village après. Village avant. Avant, on avait Futu, Tonga, Bukenda. Et après, on a Aliboku qui vient s'ajouter. Comme vous voyez, c'est très simple. Village clé égale valeur, vous rajoutez une nouvelle valeur. C'est comme un dictionnaire. Si on veut rajouter un nouvel élément dans un dictionnaire, il suffit juste de mettre le nom de l'élément et sa définition à côté. Il est rajouté. Donc là, c'est vraiment simple. Et ici, en fait, je voulais vous montrer qu'on peut avoir des listes, des dictionnaires de dictionnaires. En gros, c'est un peu comme nous avons fait dans les listes où on avait des listes de listes. On peut aussi avoir des dictionnaires de dictionnaires. Du coup, si je vous dis comment accéder à la longitude de Tonga, comment accéder à cette valeur, qu'est-ce que vous direz? Longitude. Vous allez voir qu'avec les dictionnaires, c'est beaucoup plus simple. Comment vous ferez pour accéder à cette longitude? C'est village Tonga. Un. Tonga, 1. 1. C'est bon. Là, ça ne passe pas en fait. Il y a une erreur. Un moment quand même, je préfère utiliser ça. Mais là, il y a une erreur en fait. Juste pour vous, est-ce que vous avez compris où est l'erreur? C'est cette valeur qu'on voudra accéder. Je vous explique. Ah, qu'on pouvait mettre juste oui, Tonga et latitude. Voilà, parce que si j'affiche Tonga, latitude, oui. Si j'affiche village Tonga, ça va me retourner un autre Oui, oui. dictionnaire. Donc, on devait juste mettre Tonga, latitude. Ouais. Du coup, pour afficher la latitude, on fait Tonga, latitude.
Et voilà. Si c'est une liste, on est obligé de compter les index, mais là, vous voyez quand même que avec des dictionnaires, vous n'avez juste besoin que de savoir quelles sont les clés de vos dictionnaires. Le reste, ça coule. C'est l'un des gros avantages des dictionnaires et c'est tellement utilisé quand vous aurez affaire avec des structures de données beaucoup plus complexes. Ça va vous être très utile parce que moi, à longueur de journée, j'utilise énormément les dictionnaires pour pouvoir stocker mes données et les manipuler. Du coup, là, on a des exercices, j'ai quelques exercices un peu pour repasser ce qu'on a fait jusqu'à présent avant d'aller au niveau des boucles for et autres, quoi. Bon, on ne peut pas vous montrer les noms, on ne peut pas vous montrer la correction. Je vous affiche l'exercice. Est-ce que vous voyez l'exercice? Oui, oui. Du coup, ici, en fait, considérons qu'on a ce document. C'est un document qui présente les différentes dépenses pour chaque mois dans les différentes catégories, quoi. Transport, vêtements, loyer, électricité ou alimentation. Supposons maintenant que chaque mois est une liste. Donc là, vous avez janvier, qui est une liste contenant toutes ces valeurs qui sont les dépenses. Février, qui est une liste contenant toutes ces valeurs qui correspondent aux dépenses. Maintenant, en se mettant dans un cas pratique, là, ça peut être votre fichier de dépenses, votre fichier de gestion de budget. Voici les questions. Quelle est la somme des dépenses du mois de février, par exemple? Quel est le pourcentage de dépenses allouées au transport? On sait le transport, c'est en position 0 durant le mois de février. Quelle est la dépense de la catégorie la plus coûteuse? Et quel est le coût moyen des dépenses pour les mois de janvier et février? En fait, là, ce sont les différentes questions. Du coup, ouais, essayez un peu de faire ça. Je trouve ça, c'est un cas plutôt pratique et que vous pouvez utiliser même dans votre quotidien, quoi. Si vous avez, en fait, vous pouvez écrire un programme qui vous permet de gérer votre budget tout seul, quoi. Donc, vous pouvez essayer et me dire ce que vous trouvez. Déjà, on peut aller question par question. En fait, là, je vous ai déjà un peu aidé avec la liste des dépenses. Je les mets ici. Donc là, les 2 mois, vous avez janvier et février ici déjà. Bon. Maintenant, la somme des dépenses du mois de février. Vous pouvez essayer de votre côté et me dire dès que vous avez trouvé quelque chose. Donc là, dès que vous avez la réponse, vous me dites et on voit ensemble.
N'hésitez pas à me faire signe si vous avez quelconque question. Oui, nous travaillons encore. Mhm, mhm. Donc, ouais, si vous avez un quelconque blocage, n'hésitez pas. Ce temps. Je fais juste-
Là, ça avance. Je pense qu'on peut y aller. Vous en êtes à combien de questions, en fait? Paul, tu as fait combien? Blaise, tu as fait combien? Donc, je ferai la première question, je vais la finir dans 3 minutes. La première question est facile, non? Bon, peut-être pour vous, il y avait déjà un niveau avancé. Non, je n'ai pas un niveau avancé. Anyway, allons-y. Ouais. En fait, ouais, on peut le faire même tous ensemble. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez n'importe quelle question qu'on essaye de couvrir. Ouais, là, comme nous avons dit, juste pour que j'affiche encore juste l'énoncé. Donc là, nous avons le tableau de dépenses. Pour le mois de janvier, les dépenses transport, vêtements, loyer, ainsi de suite. Et pareil pour le mois de février. Et l'objectif, c'est de faire ces différents calculs. Donc, si nous retournons donc, bon, je mets juste en parenthèse indice. De quoi il s'agit? Donc, Maintenant, c'est-à-dire qu'avant que on ne commence à régler, est-ce qu'on ne devait pas écrire quelque part les informations correspondant à chaque élément de la liste? C'est-à-dire qu'on sait que le premier, c'est transport, le premier, c'est... ouais, je fais ça tout de suite. Égal. Oh, loyer. Et là, je vais même aller plutôt faire comme ceci. Euh, comment ça y est encore? Euh, Là, est-ce que c'est clair? Comme ceci? Ça va comme énoncé, vous me dites. Oui, oui, c'est bon. Du coup, pour le premier point, en fait, le premier point, on dit la somme des dépenses du mois de février. En gros, là, nous avons la liste des dépenses du mois de février. Ouais, j'ai utilisé la fonction somme. Voilà, la fonction somme. C'est pas si Monsieur Poli. Oui, en fait, moi, je fais une opération vraiment terre à terre. Donc, février 0 plus février 1 plus février 2. Ah, Et ça en m'a fait, donné 14,69. justement, c'est l'objectif, c'est le but d'utiliser ce genre de fonction. La fonction somme, comme ça, 14,69. Ah, Ça le fait
Automatiquement. Automatiquement, ouais. Et c'est intéressant. Plus tard dans ce cours, on verra les fonctions. Vous pourrez écrire vous-même vos propres fonctions. Je pense que là, ça va être très intéressant. Donc ça, c'est pour le premier point. Maintenant, pour le deuxième point, quand on dit pourcentage transport pour février, on sait que pour avoir un pourcentage, je mets juste la formule pourcentage égale valeur, ça va être égal à, bon, je mets les parenthèses, 100 fois valeur divisé par somme valeur, je mets somme des valeurs. Ça, normalement, c'est la définition du pourcentage. Donc là, si on revient juste sur la liste, donc ce qu'on voudrait voir, on voudrait voir combien ce 117, quel pourcentage il représente sur toutes les dépenses que l'on a eu pendant le mois de février. Du coup, là, comment est-ce qu'on fera pour avoir le pourcentage de transport pour le mois de février? Déjà, en fait, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on a fait là? Oui, là, c'est clair. D'accord. Maintenant, ici, le pourcentage de transport pour le mois de février. Qu'est-ce que vous direz en partant de la formule que j'ai donnée? Pardon, est-ce qu'on peut revoir un peu le tableau là des données? Oui, oui. Le tableau là des énoncés. Ouais, là, c'est ceci. Ce qu'on va avoir, c'est quel pourcentage représente cette valeur sur toute la liste. Quelle valeur? Les transports, la première valeur. On a Ah. transport vêtements. Ah, là, j'ai compris. Ouais. Donc, somme février. Donc là, j'écris ce que vous dites. Somme février. Fois la valeur là de la transport, c'est combien? 117. Donc là, on va dire février 0, quoi. Février 0, oui. On Ensuite, divise par... donc, grande à parenthèse, on divise le tout par 100. pas tout à fait ceci, parce que voilà, ça donne quelque chose de très grand. Là, vous avez tous les éléments, mais les éléments n'ont pas été mis dans le bon ordre, en fait, parce que c'est 100 fois la valeur divisée par la somme. La somme. Vous voyez, du coup, Oui. comment est-ce qu'on ferait là? En fait, là, tous les éléments, ils sont, mais pas dans le bon ordre. Pas à la bonne place, quoi. Donc, on aurait pu faire somme valeur. Voici la formule, en fait. Mhm. 100. C'est une règle de 3, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous voyez un peu. Parce que là, vous avez tout, sauf que les valeurs ne sont pas bonne place. Juste pour vous aider, que représente valeur, cette valeur-ci? C'est le transport au mois de février. Voilà. Et même, en fait, un truc, ça peut être peut-être plus simple de représenter comme ça. La valeur donnée divisée par la somme des valeurs, le tout fois 100. Donc, en gros, c'est quelque chose comme ceci.
Oh, oh. Désolé. Là, nous avons la valeur en février. J'ai pas la somme des valeurs multipliée par 100. Ouais, c'est ça en fait. On prend une valeur qui est février 0, qui est 117, divisé par la somme qui est Du mois de février. ouais, et le taux fois 100. Donc, ça fait 7,9%. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça se manipule. Ouais. Maintenant, un autre exemple. Pourcentage de dépenses max. Là, j'ai précisé utiliser la fonction max. Quel est le pourcentage de la dépense max? Si je reviens sur la liste, quelle a été la plus grosse dépense en février? Normalement, c'est... Alimentation. Voilà. Et si on voulait utiliser les listes normales, on aurait pu faire... En tout cas, allons d'abord avec le mode simple, sachant que c'est ça, l'élément qu'on recherche. Comment est-ce qu'on pourrait calculer ce pourcentage, le pourcentage de cette valeur? On remplacerait simplement valeur par par 800, 801. Février moins 1. Pardon? Pour avoir le pourcentage, ici, on remplacerait par février moins 1. Effectivement, juste ouais, le dernier élément, quoi. Ouais, 54%. ouais. Ça, c'est une solution. Après, il y a une autre solution. Déjà, c'est bon pour tout le monde. Il y a M. Blaise et M. Louboué Namo qui n'ont pas parlé depuis, en fait. C'est bon, je sais pas si c'est bon. Je crois que c'est leur connexion ne pourrait peut-être leur faire défaut parce que je sais qu'ils sont dans des zones un peu reculées. Ah, d'accord. Mm. Donc, c'est bon quand même pour ceci. Oui, c'est Oui, bon. c'est bon. OK. Maintenant, il y a une autre manière de le faire, en fait. Pour chercher le max, pour ne pas avoir à gérer à calculer les positions, il y a une autre solution, en fait, qui serait de faire max février. Quand vous faites max d'une liste, ça vous sort la valeur max. Min d'une liste, ça vous ressort la valeur min. Donc ça, c'est aussi très efficace, quoi. Donc de deux manières différentes, on a pu avoir les dépenses max du mois de février. Là, c'est bon. Oui, c'est Oui, très c'est bon. bon. Maintenant, ici, quand on dit coût moyen, je mets juste la formule. Le coût moyen, c'est somme dépenses divisé par nombre dépenses. Du coup, si on va avoir le coût moins des dépenses de janvier, voici les dépenses de janvier. Quelle serait la formule? Mais aussi, c'est quelque chose de direct. Oui, somme divisée par Somme de quoi? somme février. Bon, là, on est en janvier, somme. Ouais, somme janvier. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Divisé par 6. Mais aussi, L'autre quelle est option, c'est la qui permet d'avoir la longueur? oui, c'est min. L'inf, c'est laine janvier. C'est l'année janvier. Ouais. Bon, ça permet d'avoir ça directement. Oui, mais on aurait pu aussi faire directement min janvier, n'est-ce pas? Au lieu de somme janvier divisé par l'an. En fait, là, ici, vu qu'on veut le nombre moyen, si on fait min, ah ouais, je vois, tu dis min, essayons. C'est vrai que j'ai pas essayé le min, mais voyons, min. Ah, min, c'est
Min existe, mais apparemment, ça Euh, n'existe pas dans ce cas. Ça, ça n'existe pas, comment dire, en fonction de base. OK. Ouais, ouais, en fonction de base. Mais dans les structures de données comme telles que NumPy, NumPy, Pandas, Min Mhm. existe directement. OK. Je vais un peu voir un truc. J'essaye un truc en fait aussi pour voir ça. Oh, ouais. En fait, Min, en fonction de base, n'existe pas en- au niveau des listes, quoi. Mais Oh, oui. Min, effectivement, c'est ce qu'on utilise quand on travaille sur des structures un peu avancées telles que NumPy, Pandas, ainsi de suite. Mhm. Et le coût moyen des dépenses pour le mois de février, somme février divisé par l'an février. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, avec cet exercice, en partant, euh, en partant de deux listes, vous avez pu retrouver des éléments tels que la somme des valeurs contenues dans une liste, le pourcentage que représente une valeur précise de la liste, le maximum de la liste ou même le minimum, c'est juste MIN, et les valeurs moyennes. Là, est-ce que vous avez des questions ici avant qu'on passe à l'exercice numéro 2? Tout est bon. Oui, oui, je en crois tout que cas, c'est bon. pour moi, c'est vraiment très bien assimilé. OK. C'est bon. Bon, là, j'avais un peu... C'est un peu ce que je fais aussi ici. Cédric, Oui. je propose que tu laisses cet exercice pour que nous puissions les pratiquer et on essaie un peu d'avancer dans la théorie. OK. Bon, là, voici un autre exercice. Je vais vous le laisser sur le niveau des, 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 des dictionnaires, quoi. Oui, oui. Maintenant, pour avancer, c'est au niveau des boucles. Bon, ça, c'est un autre gros bloc, quand même. Est-ce que vous êtes quand même déjà familier avec les boucles, telles que for ou while? Pas du principe qu'on ne connaît rien. D'accord. Disons donc que les boucles permettent en quelque sorte d'itérer sur un certain nombre d'éléments. Que veut dire itérer en fait? Nous avons notre liste et on aimerait faire des manipulations sur chaque élément de la liste. Au lieu de faire ceci, je prends un exemple. Si on demande d'afficher tous les éléments de la liste une à une, au lieu de faire ceci, ville de 0, au lieu de faire ceci, une liste permet en deux lignes de pouvoir parcourir, une boucle for permet en deux lignes de pouvoir parcourir toute une liste et afficher des valeurs. Et quelle est sa structure? La structure d'une boucle for est simple en fait. On a for qui est le mot-clé, une valeur quelconque in, ensemble de valeurs, effectue une série d'instructions. L'élément que vous avez, l'élément de base, c'est l'ensemble de valeurs. Si vous regardez dans ce cas, l'élément que nous avons, c'est l'ensemble des villes que nous avons là. Maintenant, quand vous faites for ville in ville avec S, ce qui va se passer, c'est que le langage Python va se promener dans la liste ville et à chaque fois qu'il découvre une nouvelle ville, il va l'assigner à cette valeur. Si vous voyez, à chaque fois, j'affiche ville au singulier et ça va m'afficher Kinshasa, Londres, Yaoundé, Paris. Pourquoi? Parce que le langage Python, dans la boucle for, il va prendre cette grande liste, se promener dans la liste ville par ville et pour chaque ville, il va me le retourner dans ville et ensuite, je fais ce que je veux. Dans ce cas, j'ai par exemple affiché
la ville. Là, est-ce que vous comprenez un peu le principe? J'avais une question, Cédric. Oui, Si tu remplaces ville par, disons, je dis châssis, par exemple, tu dis for châssis in ville, printf nom de la ville châssis. Ça va, châssis, c'est ça que tu dis? oui, oui. Ce sera Pareil. la même chose, n'est-ce pas? Oui, oui, ça c'est juste une Voilà. variable. Mhm. Oui, en fait, je le dis exprès parce que c'est vraiment. Parce que quand tu mets ville, les gens peuvent croire que c'est parce que c'est une ville Ah ouais, que ça imprime les villes là. Donc, c'est juste, c'est une variable qu'on met là. Même si c'était X qu'on avait mis là et qu'en bas on a mis X, ça va imprimer X. Ça va imprimer les villes. ouais, effectivement, ça c'est un bon point. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait pour se promener dans une liste. Et Donc, pour tous les éléments de la ville, mhm, il les appelle les X et il va maintenant imprimer les X en question oui, Exactement. donc là, il va se promener dans ce dans ville, la liste. ouais, et assigner à X chaque valeur. En fait, il va se promener 4 fois. La première fois, il va prendre Kinshasa, l'assigner à X. Du coup, là, on affiche X Kinshasa. Ensuite, il prend Londres, il assigne Londres à X. On affiche Londres. Ensuite, Yaoundé, il assigne Yaoundé à X. On affiche Yaoundé. Ensuite, Paris, il assigne Paris à X. On affiche Paris. Donc, c'est un peu comme ça que les itérations fonctionnent, quoi. Là, c'est bon. Très Très bon. clair. Ouais, ouais. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais vous montrer des exemples. Avant de vous montrer des exemples, il y a une fonction qui est très utilisée dans les listes, dans les itérations, les boucles for, parce qu'en fait, euh, ce que je vous ai montré là, pour pouvoir itérer dans une liste, souvent, on veut également itérer par les index des listes. Ce Ah qui ouais. fait que au lieu d'utiliser ce système, on va utiliser quelque chose de ce genre. Bon, je vais vous le montrer et après, je vais vous expliquer comment ça marche. Taille égale len. Si vous vous rappelez, len, c'est pour avoir la longueur des villes. Et maintenant, ici, on fait range taille. Tranquille, je vais vous expliquer ce que ça fait. Position. On a position. Ville. En fait, qu'est-ce qui se passe? Len, comme on a vu, va nous retourner la taille de la liste, n'est-ce pas? La taille des villes. Mhm. La fonction range, c'est une fonction toute simple en Python qui va juste se transformer en une liste allant de 0 jusqu'à la valeur taille. Là, si je fais taille égale 5, si je fais print, ouais, taille range, c'est juste une liste qui va de 0 à la valeur qu'on spécifie moins 1. Je vais encore changer, je vais encore faire, je fais taille 2 égale 12. Oups. Euh, je manque cheval. Vous voyez un peu ce que ça fait. Range, quand on fait range et on passe une valeur, ça va compter de 0 jusqu'à cette valeur moins 1 OK. et stocker dans une liste. Ce qui fait que si on veut se promener dans une liste en Python, soit on peut utiliser cette méthode qui est simple, ou bien on peut également utiliser la méthode range.
qui semble un petit peu plus compliqué, mais qui est très utile des fois quand on a des listes hyper compliquées, quand on veut faire plusieurs opérations en fait sur les index. Quand on veut faire plusieurs opérations à partir des positions, la méthode avec range permet de savoir où on est exactement dans la liste. Est-ce que vous avez bien compris comment fonctionne range? C'est clair pour moi. D'accord. Là maintenant, on va faire un petit truc. Bon, ici j'explique un peu range en détail parce qu'en réalité, on peut marquer la position de début, la position de fin, de pas, mais très souvent, on ne fait que ça. Range. Et bon, moi, je vais vous dire, le fait que ça ne regardez même pas tous les autres exemples, utilisez ceci et ça va marcher parfaitement, quoi. Maintenant, je vous fais un exemple d'utilisation des boucles for. Là, supposons que nous avons deux entiers et on voudrait calculer le produit. Ça, c'est la formule du produit A fois B. Donc là, on fait 5 fois 7. 5 fois 7 égale 35. Ça, c'est la formule. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites cette opération, derrière le langage Python va l'implémenter différemment et il l'implémente en utilisant une boucle for. Je vous explique. Ce produit, vu qu'on sait qu'on veut faire A fois B, ça veut dire que c'est 5 fois 7. On peut dire que c'est encore égal. C'est encore égal 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ah, pardon, plus, désolé. Désolé, c'est plus. 3, 4, 5, 6, 7. En gros, quand on fait le produit, si on dit 5 fois 7, c'est en gros 5 plus 5 plus 5 plus 5, 7 fois, n'est-ce pas? Oui, C'est ça, en théorie, la définition du produit. Du coup, quand vous faites 5 fois 7, en programmation, c'est comme si vous avez sommé 5, 7 fois. Le fois va faire le travail pour vous, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière? Au lieu de faire ceci, bon, je mets ça plutôt ici en bas. d'accord. Donc, au lieu de faire ceci, la boucle for peut se charger de faire le travail. Ce que j'ai fait là. Donc, au début, je dis, bon, le produit égale 0. Maintenant, la boucle for va se charger de faire la somme elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais afficher range B juste pour vous montrer la taille. Et là, je fais exprès pour vous montrer quelque chose. Si je demande à afficher range, ça va m'afficher ça comme ceci. Donc, c'est pour ça que vous allez me voir très souvent faire ceci quand je vais afficher range. Mais c'est un truc un peu compliqué, inutile. Donc, vous n'avez pas besoin de prêter attention à ça. Donc, quand je fais dans ma boucle for, je dis pour i étant dans cette liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la boucle for va se promener dans cette liste, prendre à chaque fois itération 0, position 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on fait donc? À chaque itération, on dit notre produit égale au produit initial plus A. Maintenant même, je vais faire comme ceci pour que vous puissiez voir comment ça évolue. Je fais itération I produit égal
En fait, qu'est-ce qui se passe? À la première itération, on avait dit au départ produit égale 0. À chaque fois que vous définissez une variable, c'est toujours une bonne pratique de l'initialiser par 0. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Au tout début, à l'itération 0, on aura produit égale à produit. Cette valeur, c'est 0 plus 5. Ça donne 5. Ça veut dire que produit vaut 5 à la première itération. Maintenant, à l'itération qui suit, on aura produit qui est égal au produit précédent qui était 5 plus 5. Ça donne 10. À l'itération suivante, on a le produit qui est 10 qui est égal à cette valeur 10 plus 5 qui nous donne 15. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 35. Donc, la boucle for permet de se promener dans une liste pour prendre des valeurs. Et dans ce cas, cette liste aura une taille égale à l'élément que l'on voudrait utiliser pour la multiplication. Et à chaque fois, elle va sommer l'élément, disons, le multiplicateur, quoi. Est-ce que vous comprenez? Allô? Oui, c'est clair pour moi. Paul, tu es toujours là? Je sais que ça, c'est un peu délicat, mais en théorie, c'est très simple, mais c'est un petit peu délicat. Paul, tu es là? Oui, je disais que je suis là, ça me rappelle même le produit scalaire dans mon cours de mathématiques de base. Ouais, Quand, euh, donc, quand vous avez deux vecteurs, des trucs pareils, ça me rafraîchit un peu la mémoire, quoi. d'accord. On sait que c'est cool alors. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que fonctionne la boucle for. Bon, ici, j'avais des exemples. Ouais, j'avais d'autres exemples ici, en fait. Après, c'est vrai qu'il faudra qu'on trouve beaucoup d'exercices sur les boucles for pour que vous puissiez pratiquer énormément Oui, oui. avant qu'on passe même aux boucles while. Parce que là, c'est un exemple. Je trouve que cet exemple, c'est déjà assez compliqué, en fait. Vous savez quoi? Là, ce qu'on va faire peut-être, je vais essayer de trouver des exemples simples au niveau de la boucle for. Et une fois que vous aurez compris cet exemple-là, on va maintenant pouvoir faire des trucs un peu plus compliqués. Si c'est bon pour vous. OK. Ouais. Là, peut-être quelque chose de plus simple, c'est les conditions if-else. Là, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer après. On va revenir aux boucles une autre fois. Maintenant, les conditions if-else, elles permettent d'exécuter les instructions selon certaines conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines instructions qu'on voudrait exécuter dans certains cas, dans d'autres cas. Prenons l'exemple des élections présidentielles aux États-Unis. Là, si la personne a voté démocrate, on doit attribuer son vote à l'ensemble des votes démocrates. Si la personne vote républicain, on attribue son vote à l'ensemble des votes républicains. Ce qui fait que on fait la somme des votes à chaque fois, mais on l'attribue à des valeurs différentes en fonction des conditions, en fonction du type de vote. C'est le même principe avec ces conditions if-else. If une certaine condition, on fait cette instruction, sinon instruction alternative. Je vous montre un peu un exemple. Ici, supposons qu'on a une valeur A et qu'on voudrait afficher le fait que la valeur entrée, bon, supposons qu'on a une valeur, on ne sait pas encore laquelle, on voudrait afficher le fait que la valeur est supérieure à 5 ou inférieure à 5. Maintenant, si je suppose que A c'est 10, avec une condition if-else, on aura if A supérieur à 5.
affiche ceci. Sinon, else c'est sinon, affiche cela. Donc là, j'ai la valeur supérieure à 5. Si je mets 3, j'aurai valeur inférieure à 5. Vous voyez un peu comment ça marche. Donc, en fonction de la condition, ça exécute une opération ou une autre. Ça, c'est le cas basique où on n'a qu'une seule condition. Mais si on a plusieurs conditions, on peut les aligner autant de fois que l'on veut. On a if, première condition, on fait ceci. Elif, ça veut dire sinon, si, deuxième condition, fait ceci. Sinon, si, troisième condition, fait ceci. Sinon, si, quatrième condition, fait ceci. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, où on a else pour la condition alternative. Si aucune condition précédente n'a été vérifiée, fait ça par défaut. Et dans ce deuxième cas où on a plusieurs conditions, on est ici. Supposons maintenant qu'on voudrait voir si la valeur est inférieure à 10, entre 10 et 20, ou supérieur à 10, ou supérieur à 20. Là, quand j'ai A égale à 1, ça dit inférieur à 10. Si j'ai A égale à 100 et que j'essaie d'exécuter, j'aurai supérieur à 20. Donc là, c'est cette partie qui va s'exécuter. Mais au cas où A égale plutôt à 11, j'ai plutôt cette valeur. Donc, en fait, comme vous voyez, les if, elif et else permettent d'exécuter différentes opérations en fonction des conditions. Là, est-ce que vous avez compris ceci? Yes. Ouais. Là, j'ai un autre exemple. Les détecteurs de vitesse, par exemple, qu'on a en bordure de route, c'est plus ou moins sur le même principe que ces détecteurs de vitesse fonctionnent. Quand la voiture circule, il y aura un capteur qui va juste flasher, mesurer à quelle vitesse la voiture se déplace. Si la vitesse elle est bonne, là, vous allez être encouragé. Si elle commence à être dangereuse, disons peut-être 51, par exemple, comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est moi qui me suis trompé. Si c'est supérieur ou égal. Ah non, je me suis toujours mis à A. Non, c'est moi qui me suis trompé. C'est vitesse, vitesse. Trop de copier-coller. Donc, là, 51, je tombe dans ce cas. Entre 50 et 70, vous roulez trop vite. Veuillez ralentir. Ici, la personne se laisse aller et roule à, par exemple, 110 km/h. Là, on voit, vous êtes en danger. C'est un peu comme ça donc que fonctionnent les conditions if et else, quoi. Et elles sont très utilisées assez souvent avec les boucles. Pourquoi est-ce que je préfère qu'on voit if et else avant de retourner aux boucles? C'est déjà parce que, un, c'est plus simple. Et de deux, dans la majorité des cas, on mélange tous les boucles et les if avec les if et else, quoi. Parce que la boucle vous permet juste de vous promener dans une liste. Mais après, le but, ce n'est pas que de se promener, c'est de faire des opérations sur cette liste. Et les opérations peuvent être différentes en fonction du type de situation que vous rencontrez. Dans ce cas, vous serez obligé de combiner les boucles avec les if et else. Ce que je vous propose, on peut peut-être arrêter ici. Comme ça, je vous envoie beaucoup d'exercices à faire au niveau des boucles for avec les if et else. Comme ça, la prochaine fois, on pourra vraiment s'attaquer à des cas un peu plus complexes. Là, je voulais donc m'assurer que vous ayez bien compris les boucles for pour pouvoir s'attaquer à ce genre d'exercice parce que c'est un peu difficile, quoi. Je ne sais pas si ça vous va. Non, ça va très bien, surtout que la prochaine leçon, c'est jeudi. Mhm. Donc, oui, on aura le temps, entre-temps, de faire ces exercices-là, déjà de passer en revue ce cours et puis de voir les exercices que tu vas envoyer et puis être prêt pour jeudi, quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc, je vais donc vous envoyer ce qu'on a fait aujourd'hui et là aussi, je vais chercher des exercices sur les boucles for
if else. Et bon, ouais, pour que vous puissiez un peu travailler là-dessus, quoi. OK. OK, parfait. Ouais, je vous envoie dans ça tout de suite alors. Merci beaucoup. De rien, de rien. OK, merci. Est-ce que tu peux me repasser la main, s'il te plaît? Ah ouais, c'était toi. OK, c'est bon. OK. Voilà, merci beaucoup, chers amis, d'avoir été là ce soir. Donc, nous vous donnons rendez-vous jeudi soir pour le deuxième cours de cette semaine. OK, Merci beaucoup. bonne soirée, hein? Bonne soirée. Merci. Merci, OK, bye. bye bye.